Un des facteurs qui est le plus anxiogène chez les personnes sous stress financier, c'est la dette. Donc, il est important de savoir si la dette, quel est le rôle que la dette va jouer dans notre vie. Est-ce qu'elle va jouer un rôle pour nous amener davantage vers le stress financier, ou bien la dette va jouer un rôle pour nous conduire davantage vers la sérénité financière? Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur la chaîne Sérénité Financière 365 et sommes toujours à vos côtés pour vous aider à transformer votre vie en prenant le contrôle de vos finances. Nous sommes rendus à l'épisode 9 et le thème de l'épisode 9 va être stress financier versus sérénité financière. 5 facteurs impactent différemment votre vie et votre liberté. En réalité, nous allons évoquer pendant l'épisode d'aujourd'hui ces 5 facteurs-là. Comment est-ce qu'ils peuvent évoquer de manière positive ou de manière négative votre quotidien en partant de vos résultats financiers. Alors, nous avons choisi de parler de ce thème. Pourquoi? Comme nous le disons, nous avons pour rôle ici de vous accompagner dans ce voyage vers la sérénité financière. Et je pense que c'est important de pouvoir comprendre comment ces 5 facteurs-là peuvent agir en notre faveur pour nous accompagner à accélérer le pas, ou bien ces mêmes 5 facteurs peuvent contribuer à nous retarder sur la voie de la sérénité financière. Alors, en comprenant ces profils-là, en comprenant ces différences entre les deux profils, on pourra davantage asseoir la compréhension que nous avons. Nous avons choisi aujourd'hui d'analyser 2 profils. 2 profils dont l'un va mettre en exergue un peu plus de stress financier et un deuxième mettra en exergue la sérénité financière. Mais pour le faire de manière très simple, nous avons choisi les 5 facteurs qui agissent sur nos résultats financiers. Alors, j'aurai le plaisir aujourd'hui de comparer Jean-Pascal à Joseph. Ce sont 2 profils différents. Alors, Jean-Pascal, c'est un dirigeant d'une grande entreprise en Afrique et Joseph, c'est un entrepreneur. On aura l'occasion d'examiner au crible des 5 facteurs dont j'ai parlé, quelle est la situation de chacun comparativement à la sérénité financière ou alors au stress financier. Alors, allons-y tout de suite. On a 5 facteurs. Pour l'instant, on voit d'abord les 3 premiers affichés. On verra l'écran suivant tout après. On a 5 facteurs. Le premier facteur qui influence nos résultats financiers, c'est la mentalité. Quelle est la mentalité qui est dominante chez une personne ou chez une autre personne? En échangeant avec ces personnes, on se rend compte que chez Jean-Pascal, la mentalité dominante, c'est une mentalité de pénurie. C'est une mentalité de manque. Chaque fois qu'il aborde les finances, chaque fois qu'il parle de plusieurs éléments dans son quotidien, il est toujours focalisé sur ce qu'il n'a pas dans sa vie. Donc, de manière dominante, on va noter la pénurie. De l'autre côté, en termes de mentalité, quand vous parlez avec Joseph, vous sentez quelqu'un qui est toujours ouvert, toujours souriant, toujours en train de penser qu'il n'y a pas de compétition avec d'autres personnes, en train de penser qu'il y en a suffisamment pour tout le monde, et c'est un esprit libre. Donc là, on a 2 mentalités. Une mentalité de pénurie et une mentalité d'abondance. Une mentalité de liberté, une mentalité de pénurie et de contrôle. Le peu qu'on a, on essaie de mettre le contrôle là-dessus. Deuxième facteur, au niveau de l'épargne. Pour comparer les 2 personnes, quand on est avec Jean-Pascal, on se rend compte en termes d'épargne, on lui pose la question dans ses comptes, il y a absolument 0. Il n'y a pas du tout d'épargne. Même pas 50 000, même pas 25 000 francs. De l'autre côté, Joseph, en termes d'épargne, il en a 9 millions. Il a 9 millions d'épargne et en réalité, entre les deux, on a essayé de voir combien est-ce qu'il dépensait chaque mois pour pouvoir vivre. On s'est rendu compte que Joseph dépensait 3 millions. Donc l'épargne qu'il a lui permettrait de vivre pendant 3 mois, même s'il arrêtait de percevoir les revenus de ses différentes activités. En revanche, avec Jean-Pascal, ce n'est pas le cas. S'il a un problème, s'il y a un cas de maladie, s'il n'arrive pas à recevoir son salaire ce mois, la famille sera rapidement dans des situations compliquées. Quand on descend pour prendre le 3e facteur, qui est, à mon avis, un des facteurs portant le plus d'anxiété, n'est-ce pas? Un des facteurs qui est le plus anxiogène chez les personnes sous stress financier, c'est la dette. Donc, il est important de savoir si la dette, quel est le rôle que la dette va jouer dans notre vie. Est-ce qu'elle va jouer un rôle pour nous amener davantage vers le stress financier, ou bien la dette va jouer un rôle pour nous conduire davantage vers la sérénité financière? Alors, globalement, quelle est la situation? On voit que nos 2 acteurs ont tous au moins une dette. Par contre, il y a un crédit immobilier pour Jean-Pascal qu'il a pris par rapport à sa résidence.
Il a pris un crédit de 160, un crédit d'un montant plus important, dont l'encours aujourd'hui est à 160 millions à peu près, pour l'acquisition de sa résidence dans laquelle il vit. De l'autre côté également, Joseph a pu acquérir un crédit dont l'encours à ce jour également à 160 millions et correspond non pas à sa maison, mais correspond à un investissement immobilier qu'il a dû faire. Deuxièmement, on se rend compte au niveau des crédits véhicules. Jean-Pascal a des crédits véhicules pour un total de 55 millions. En réalité, je ne l'ai pas affiché ici, mais il a une voiture qu'on va voir tout à l'heure qui porte encore un encours de 45 millions et le véhicule de son épouse continue de porter un encours de 10 millions. Donc, il a un total de crédit véhicule de 55 millions. De l'autre côté, Joseph n'a pas de crédit véhicule. Ces véhicules ont été achetés sans crédit. Ensuite, on a le crédit scolaire. Jean-Pascal, lui, qu'est-ce qu'il a fait? À la rentrée, il n'avait pas suffisamment d'argent. Il a pris une avance pour pouvoir compléter la deuxième tranche de la pension de ses enfants. Par contre, Joseph a dû payer cash. Quand on regarde en termes d'équipement, en aménageant dans sa nouvelle maison, Jean-Pascal a dû recourir à des crédits d'équipement pour meubler davantage la maison. Il fallait renouveler en entrant dans la nouvelle maison. Et de l'autre côté, Joseph n'en a pas pris du tout. Ses activités et ses économies lui ont permis de couvrir ce besoin-là. Et au-delà de cela, comme il y a une saturation déjà en termes de quotité de la part de Jean-Pascal, en fait, il a déjà affecté une partie importante de son salaire au remboursement. Donc, vis-à-vis de la banque, il n'arrivait plus à emprunter alors qu'il y avait quelques urgences. N'ayant pas d'épargne, il a recouru à des amis et à certains parents pour avoir quelques dettes qu'il estime à peu près à 5 millions. Donc, globalement, dans l'informel, des dettes informelles, il en a pour 5 millions. Donc, en termes de dettes, de ce côté, Jean-Pascal, lui, il en a 5. 160 millions crédit pour sa maison, 55 millions pour les véhicules, 5 millions pour la scolarité des enfants, 10 millions pour les équipements domestiques et 5 millions d'autres crédits, divers crédits informels par rapport aux urgences qu'il avait. De ce côté, Joseph, lui, n'a qu'un seul crédit. 160 millions qui résulte d'un financement partiel d'un immeuble qu'il a mis en location. Donc, on voit qu'on a deux profils avec deux niveaux un comportement différent par rapport aux dettes. La seule dette contractée par Joseph est une dette qui est productive. C'est une dette qui est une dette d'investissement. Un crédit qui a été pris pour mettre sur un bien qui est en location, donc qui produit. En revanche, sa maison, celle où il habite, a été financée petit à petit sur fonds propres. De l'autre côté, Jean-Pascal, ce n'est pas la même situation. Donc, on voit qu'il y a une grande saturation en matière de crédit. Quand on voit cette situation-là, je vais vous poser la question. Qui est-ce que vous pensez avoir le stress financier un peu plus vraiment prononcé et parmi les deux, qui aura une certaine sérénité financière? Alors, si vous pouvez répondre à ce stade, mettez le commentaire, mettez pause et répondez dans le commentaire avant d'avoir vu le reste de la vidéo. Alors, une fois que vous avez répondu, vous pouvez remettre play et continuer sur le reste de la vidéo. Nous allons revenir sur deux autres facteurs. On a évoqué jusqu'à maintenant la mentalité, comment elle peut nous prédisposer à accueillir de l'abondance ou bien peut refermer les portes si on est totalement dans la pénurie. Le niveau d'épargne, il peut nous apaiser ou nous accompagner par rapport aux urgences ou il peut être une source de stress parce qu'on n'en a pas. On a vu également les dettes. Maintenant, nous allons aborder les deux derniers éléments, notamment les revenus qu'on a. On va voir juste après les revenus que ces deux personnes ont et on va également voir les actifs que ces personnes ont et comment ces deux autres facteurs influencent leur niveau de stress financier ou de sérénité financière. Les deux derniers facteurs, ce sont les revenus et les actifs. Alors, on va voir le tableau comparatif entre ces deux profils dont nous avons parlé aujourd'hui. Jean-Pascal, dirigeant d'entreprise, et Joseph, entrepreneur. Alors, en termes de revenus, on voit que Jean-Pascal, il a un revenu très confortable. Il a 3,5 millions de salaire par mois de francs CFA. Et de l'autre côté, Joseph, il a 2,5 millions de salaire. Un peu moins que Jean-Pascal. En revanche, en termes de loyer, autres revenus, des revenus additionnels, en termes de loyer, Jean-Pascal a 0. Dividendes également, il n'en a pas. Tout ce qui est rente ou commission venant de toute activité extra-professionnelle ou même professionnelle, il n'y en a pas. Et les intérêts, il n'y a pas d'intérêts qu'il reçoit chaque mois. De ce côté, avec Joseph, on a vu tout à l'heure, il a pris un prêt immobilier de 160, dont l'encours était de 160 millions,
qui lui a permis de terminer un immeuble qui est en location et qui lui rapporte actuellement 2 millions tous les mois. On a vu qu'il a également des dividendes de ce qui vient de son entreprise parce qu'il est entrepreneur. Il a une entreprise formelle, une entreprise qui produit des résultats et qui distribue des dividendes. Donc, il en reçoit 5 millions à peu près chaque mois. Ça veut dire qu'il reçoit globalement 60 millions de dividendes sur l'année. Mais si on essaie de mensualiser, c'est un peu comme s'il recevait 5 millions de dividendes chaque mois. De l'autre côté, il a des rentes qui viennent de ses autres investissements dans des plantations de rentes qui lui rapportent 1,5 million par mois globalement. Et il a également des intérêts qui proviennent des différents placements formels et informels qui lui rapportent 1 million tous les mois. Donc, on voit bien que dans l'ensemble, il y a pas mal de revenus. On a 4 millions, 5, on a à peu près 12 millions de revenus, même si à la base, le salaire n'est que de 2,5 millions. Mais il a une diversité de revenus. Il a quand même plusieurs revenus qui sont... Tous les 5 premiers revenus sont au-dessus du million. Alors, maintenant, je vais juste poser une question. Au cas où l'un des deux, pour n'importe quelle raison, son revenu, le premier revenu, qui est le revenu lié au salaire, par exemple ici, s'arrêtait, quelle est la situation de chacune des personnes en matière de stress financier? Ça veut dire que vous êtes un dirigeant, un peu comme Jean-Pascal, qui reçoit un salaire confortable, qui un matin, comme c'est arrivé en 2020 avec Covid, l'entreprise a des problèmes et ferme. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on sera dans un stress ou bien on sera vraiment serein? Qui plus est, tout à l'heure vous vous rappelez, comme on va le voir s'afficher là, qui plus est, en termes d'épargne, on a vu tout à l'heure qu'il avait 0 en termes d'épargne. Il n'avait rien mis de côté du tout. Ça veut dire qu'au premier choc, au premier retard, aux premières difficultés, le temps de réagir, le stress financier sera bien installé, sera réel dans sa vie. En revanche, avec Joseph, même si son entreprise ne lui paye pas le salaire, parce que peut-être elle a des difficultés passagères, ça peut arriver, il y aura quand même des loyers qui ne dépendent pas du salaire. Et les dividendes peut-être peuvent aussi ne pas venir tout de suite, mais il y aura quand même encore des rentes qui viendront et il y a des intérêts. Donc là, on voit qu'il y a 5 sources de revenus qui sont régulières, des revenus récurrents d'une certaine façon, assez stables, sur lesquels il peut compter. Maintenant, on va voir en termes d'actifs. Ces revenus viennent d'où? Quand on prend le cas de Jean-Pascal en termes de business, est-ce qu'il a un business? Non. C'est un entrepreneur, j'allais dire un intrapreneur, il travaille dans une entreprise, c'est un employé qui est certainement dirigeant, donc c'est un très grand employé dans son entreprise, mais il n'a pas de business. Il a choisi la voie de la carrière en entreprise. Donc, il n'a pas de business. Il n'a pas non plus investi dans un immeuble locatif. Il n'a pas de revenus immobiliers. Donc, il a pris un crédit immobilier, c'est vrai, mais c'était pour sa résidence. Donc, on voit que sa résidence vaut 200 millions, même si tout à l'heure, on a vu qu'il y avait encore un encours seulement de 160 millions. Donc, il a déjà remboursé une partie de ce crédit-là, mais sa maison vaut 200 millions. De l'autre côté, Joseph également a une maison qui vaut 200 millions. Et comme par enchantement, ils sont tous dans la même commune d'une de nos grandes villes, des cités africaines. Ils ont des maisons qui sont comparables. Donc, la grosse différence vient de les revenus, les autres investissements qu'on peut avoir. Autant Jean-Pascal n'a pas de business, autant Joseph a sa plus grande force, c'est l'investissement dans son business qui est évalué aujourd'hui, s'il devait le vendre, à 450 millions. Donc c'est une grosse différence et en réalité c'est son actif le plus important. Son deuxième actif, c'est l'immeuble qui est actuellement en location et qui lui rapporte justement les 2 millions qu'il a là chaque mois. C'est un deuxième niveau d'investissement. C'est un actif qui est, pas un actif non productif, mais un actif qui est productif. Chaque mois, il reçoit un revenu de cet actif-là. Troisièmement, son troisième plus grand bien, c'est sa résidence. On peut comprendre. Donc, à la différence de Jean-Pascal, son plus grand bien, c'est sa résidence. Le deuxième plus grand bien, c'est son véhicule. Le troisième plus grand bien, c'est le véhicule de sa conjointe, de son épouse. Chez Joseph, son plus grand bien, c'est son business. Il y est à plein temps. Le deuxième plus grand bien, c'est son immeuble en location. Le troisième, c'est sa résidence, c'est vrai. Mais en plus de cela, il a son véhicule et celui de son épouse, qui reste quand même des véhicules un peu plus modestes qu'il a acquis sur fonds propres. Donc là, on a une grosse différence. On vient de voir 5 facteurs. Et on a vu que ces 5 facteurs-là peuvent influencer différemment notre capacité à être serein financièrement. Pourquoi? Quand vous avez ici l'essentiel de vos biens, c'est-à-dire qu'on a pratiquement
95% des biens, ou j'allais dire peut-être 75% des biens de Joseph qui sont des biens productifs. Et seulement 25%, y compris sa résidence. Et d'ailleurs, sa résidence représente en réalité à peu près 20% seulement de ses biens les plus importants. Les biens qu'on voit là font un total d'1 milliard. Donc voilà, il a 1 milliard de patrimoine, mais en face, dans sa maison, dans ces biens-là, j'allais dire, ne représente à peu près que 20%. De l'autre côté, Jean-Pascal, lui, il a environ 275 millions de patrimoine, mais la maison représente à elle seule déjà plus de 70% de l'ensemble de son patrimoine. Ça veut dire que si on a un problème de remboursement de l'encours lié à cette dette, il aura des problèmes sérieux. Si on a un problème au niveau de son emploi, la répercussion est directe sur son patrimoine le plus important. Alors que de ce côté, quel que soit l'élément qui a individuellement un problème, eh bien Joseph peut continuer à vivre. Donc, en faisant cette comparaison, c'est pour nous aider à voir comment ces différents facteurs-là, qui résultent en fait de nos choix de vie. On peut choisir de privilégier d'avoir sa maison principale, ou on peut choisir d'avoir une résidence qui soit mise en location. Parce que nous-mêmes, on a choisi d'habiter dans une maison pendant longtemps encore qui appartient à quelqu'un d'autre parce qu'on est en location, le temps de solidifier nos bases financières. Il est vraiment dangereux d'être un responsable, un chef de famille et de pouvoir vivre sans avoir d'épargne. Et peu importe, vous qui me regardez en ce moment, là où vous partez, là où vous vous trouvez en ce moment, on a tous été à cet endroit-là. À un moment donné, il faut simplement dire, dans 5 ans, où est-ce que je vais me retrouver? Dans 5 ans, est-ce que je vais avoir le profil de Jean-Pascal? Ou bien je vais avoir le profil de Joseph? Dans 5 ans, est-ce que je vais ressembler à la classe moyenne qui va peut-être sortir avec un gros 4x4, mais ce 4x4 sera à 80-90% à crédit? Est-ce que je vais être dans une maison qui est mon seul bien, le bien le plus important, qui porte encore à peu près 80% de crédit? Maintenant, on n'a pas peut-être le choix. La situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Mais dans 5 ans, nous avons totalement le choix. Si nous choisissons une trajectoire différente, ce sera sans surprise qu'on se retrouvera du côté de Joseph. Mais cela demande un engagement véritable de la part de chacun d'entre nous. Est-ce que vous qui me regardez en ce moment, vous pensez réellement que vous méritez mieux, que vous méritez de passer du canal de la classe moyenne et de la pauvreté pour vous câbler sur le canal de ceux qui réfléchissent comme des personnes riches? Pourquoi? La différence vient fondamentalement du fait qu'on choisit de descendre en termes de standards. On choisit de consommer moins que ce que l'on gagne. On choisit de mettre le focus sur ce qui produit et non pas de consommer en priorité. On choisit de renoncer à l'endettement pour pouvoir consommer. Les crédits de consommation ne sont faits que pour pouvoir encourager et porter plus loin le business des entreprises qui y recourent. Je suis banquier, c'est vrai, mais j'ai libéré ma parole et je peux dire que même si le banquier vend le crédit, d'ailleurs je ne suis plus dans la banque commerciale pour l'instant, même si le banquier le fait, la banque souhaite le faire à une personne qui est préparée. On demande un crédit quand on est préparé. On a vu que les deux personnes sont endettées, mais l'endettement est différent. On a vu que les deux personnes ont mis de l'argent justement dans l'immobilier, mais on a vu qu'on a deux trajectoires différentes en matière d'immobilier. Alors il faut qu'on sorte un peu du schéma classique qui fait dire en Afrique et même d'ailleurs dans d'autres continents que être propriétaire c'est la chose la plus importante. Parce que ça se traduit en fait dans les choix de vie qu'on peut voir là. On voit que dans les choix de vie, on met en haute priorité le logement, la maison où nous allons vivre. On met en grande priorité le véhicule dans lequel nous allons rouler. Pourquoi? Parce que la société nous regarde. Et parce que nous nous disons que nous devons être à la dimension de ce que la société a placé en nous. En fait, de la façon dont la société nous regarde. On pense qu'on est un grand cadre d'entreprise, donc il faut rouler dans une grosse voiture. Est-ce qu'on a l'argent pour le faire ou pas? On va quand même aller prendre cette voiture-là à crédit. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on pourrait décider, par exemple, de dire, au lieu de prendre une voiture de 50 millions, on prendra une voiture de 20 millions? Est-ce qu'au lieu de prendre une voiture de 20 millions, on prendra une voiture de 10 millions? Est-ce que si on traversait pour aller, dans 5 ans, retrouver la personne qui mérite de vivre le restant de ses jours, ayant fait l'effort qu'il fallait faire, ayant fait le sacrifice qu'il fallait faire pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans s'il le faut, que nous soyons prêts
à le faire. La question que je vais vous poser pour sortir, est-ce que vous êtes intéressé simplement à changer vos résultats financiers ou bien vous êtes véritablement engagé? Toute la différence sera à ce niveau-là. Et donc, je vous invite à reparcourir les 5 éléments. On a le modèle MEDRA qui dit si on veut faire une véritable transformation, il faut changer le logiciel qui programme les résultats financiers que nous avons. Nous devons changer de mentalité, partir de consommateur à une mentalité de producteur. Deuxièmement, on doit essayer de prioriser l'épargne. Le deuxième facteur qui est le E, on doit prioriser l'épargne. Ceux qui sont riches sont programmés sur une station qui les amène à mettre de côté systématiquement une partie de ce qu'ils gagnent et qui rentrera dans leur patrimoine pour ne plus jamais les quitter. Ils le transféreront à leurs fils et petits-fils. Troisièmement, les dettes. Les dettes, je les mets en 3 catégories. Si on ne peut pas prendre une dette pour pouvoir produire, ce n'est pas le moment de prendre cette dette-là. Si on ne peut pas prendre une dette, dans les cas exceptionnels, pour prendre une maison, sous certaines conditions, ce n'est pas la peine. Les dettes, comme je dis toujours, c'est un couteau à double tranchant. Il faut faire attention. Si on veut avancer dans ses résultats financiers, si on veut avoir la sérénité financière, on doit faire attention aux dettes. Les revenus. 95% des personnes dépendent d'un revenu qui est le salaire. Alors, il est peut-être temps de dire, on a le salaire, mais est-ce qu'on va rester à dépendre simplement du salaire alors qu'on passe des heures le soir, des heures le week-end à faire d'autres activités complètement improductives? Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à racheter une partie de ce temps-là, à le consacrer à augmenter nos compétences, à peut-être faire une activité annexe qu'on va construire petit à petit pour pouvoir diversifier nos revenus? Et troisièmement, les actifs. Quel est notre focus? Est-ce qu'on se focalise sur les actifs complètement improductifs pour lesquels on va solliciter un crédit qui ne nous rapporte rien du tout, ou bien on va commencer à apprendre à analyser les investissements, savoir comment on fait pour créer un investissement qui peut nous rapporter de l'argent? C'est un mind shift qu'il va falloir vraiment faire. Et il faut aller au fond de vous, il faut vous faire violence, parce que une transformation de cette amplitude-là ne peut pas être aisée. Il faut aller au fond, il faut se bousculer, parce qu'il faut changer d'identité pour partir d'une identité de quelqu'un qui est contrôlé par tout le système à une identité de quelqu'un qui se rapproche davantage de la sérénité financière. J'espère que ce contenu vous a aidé à vous remettre un tout petit peu en cause. Même quand on est sur la bonne voie, parfois avoir un autre regard, parfois quand on vous met un miroir qui vous permet de vous regarder en face, cela vous permet également d'ajuster, peut-être d'accélérer le pas pour aller plus vite vers la vie que vous méritez. Vous le méritez, vous, vos enfants et vos petits-enfants méritent cette vie-là. Vos communautés également méritent cette vie. Si ce contenu vous a intéressé, faites-nous savoir en commentaire, mais surtout, n'hésitez pas à le partager, à liker et peut-être même à vous abonner à notre chaîne. Car nous aurons encore plus de contenu comme cela, parce que notre seule mission, c'est de vous aider à vivre libre, passionné et heureux. Alors, avant de partir, je vais vous préciser l'épisode 10. Nous sommes rendus à l'épisode 9 aujourd'hui. L'épisode 10, que vous aurez la semaine prochaine, a une thématique bien particulière que j'aime. On va aborder une question qui est liée à l'inflation. Et le thème sera comment l'inflation peut déclencher une transformation radicale de votre avenir financier. Alors, c'est peut-être atypique, n'est-ce pas? L'inflation peut déclencher une transformation radicale de vos revenus financiers. Et d'ailleurs, j'aime bien l'inflation et vous saurez pourquoi si vous prenez la peine de nous regarder à l'épisode prochain. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre de nouveaux contenus en ligne.